Bonjour tout le monde, donc voilà une nouvelle vidéo en thermodynamique dans laquelle je vais faire un petit rappel suite à la demande d'un étudiant de différentes lois fondamentales de la thermodynamique, à savoir les lois de Charles, les lois de Gay-Lussac et les lois de Boyle-Mariotte. Donc je vais rappeler ces trois lois et faire deux exercices d'application. Bien, la première loi, c'est la loi de Boyle. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette loi? D'abord, on va travailler avec une masse constante, même quantité de gaz, et on va travailler à température constante. Donc, c'est-à-dire l'expérience va être réalisée, par exemple, dans un piston, on va en contact avec une source de chaleur de température constante. Donc, on va enfermer un gaz. Ensuite, on va essayer de déplacer le piston en changeant la masse qu'on va mettre sur le piston. Et pour une masse M1, par exemple, c'est-à-dire pour une masse M1 ici, donc le piston contient un volume V1 et on mesure la pression, on trouve une pression P1. Si on met plus de masse, le volume va diminuer, donc la pression va augmenter, on mesure cette pression, on trouve cette valeur. Si on augmente encore plus, on met plus de masse, on va trouver une pression encore plus grande. Et si on trace les points expérimentaux, on trouve une courbe décroissante. Si on analyse un peu plus en détail cette expérience, on remarque en fait, si on trace cette fois-ci non pas P en fonction de V ou bien V en fonction de P, on trace V en fonction de 1 sur P. Et bien surprise, on trouve exactement une droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que P, ou bien le volume par exemple, est égal à une constante multipliée par 1 sur P. Y égale à AX. Le volume est égal à une constante fois 1 sur P. Ça veut dire le volume fois la pression, c'est une constante. Et c'est ça ce qu'on appelle la loi de Boyle. D'accord? Donc la loi de Boyle, permet de montrer que pour un gaz, le produit entre la pression et le volume, c'est une constante. Bien, la loi de Charles. Bon, la loi de Charles, on va travailler cette fois-ci à une pression donnée. Donc c'est la pression qui va être gardée constante, qui doit être constante, toujours même quantité de masse, même quantité d'air. On va prendre par exemple un piston qui va être en contact avec la pression atmosphérique. Donc partout, vous avez à chaque instant la pression dans les deux pistons, elle est la même. Et on va essayer de chauffer ce piston. Chauffer et refroidir. Et mesurer la température. Bien sûr, quand le piston il faut qu'il se déplace, sans frottement. Donc si on chauffe, on va voir que le volume de piston va augmenter. Et si on mesure le volume en fonction de la température, là aussi, on va voir que le volume en fonction de la température, c'est une droite. Ça veut dire que la relation V, ça sera V est égal à une constante fois la température. Autrement dit, si je multiplie la température par 2, le volume va être multiplié par 2. Donc, vous avez une proportionnalité entre le volume et la température. Bien sûr, si on chauffe, ici, vous avez les particules qui vont exercer une force sur le piston qui va se déplacer pour que la pression à l'extérieur soit égale à la pression à l'intérieur. D'accord? Bien, donc cette relation, donc là, ça montre tout simplement que V sur T égale une constante. Dernière loi, c'est la loi de Gay-Lussac. Donc vous avez une utilisation quotidienne. Si vous enfermez cette fois-ci un gaz dans un volume constant, donc on va garder cette fois-ci le volume et la masse constante. Si vous chauffez ce gaz-là, bien sûr, plus on chauffe, plus les particules vont être en mouvement. Il va y avoir plus de choc avec les parois de ce cube. Et qui dit choc, bien sûr, des forces. Or, vous savez que la pression, c'est la force divisée par la surface. Donc, si la force augmente, la pression va augmenter. Donc, si on chauffe, la pression à l'intérieur de ce cube va augmenter, la pression du gaz va augmenter. Et en mesurant la pression en fonction de la température, on va voir aussi qu'il y a une relation de proportionnalité. C'est ce qui se passe dans une cocotte minute. Si vous chauffez votre cocotte minute, il est enfermé, le volume est constant. Donc, les chocs avec les parois de la cocotte vont augmenter.
Donc la pression va augmenter et par conséquent la température va augmenter. Bien, la pression, je rappelle, c'est la force divisée par la surface. Certains d'entre vous, ou peut-être une fois, ont été écrasés par les talons d'une fille et certainement vous avez senti une douleur très très forte. Alors que si vous étiez écrasé avec des baskets, la force ou bien la douleur va être très très faible. Pourquoi? Parce que ici la pression elle est énorme, parce que la surface elle est faible. Donc si la surface diminue, 1 sur S augmente et pour un même poids donné, vous allez avoir une pression très très forte. Bien, donc là si je mesure la pression en fonction de la température, on voit aussi que P en fonction de T, c'est une constante. Donc, si je double la température, la pression va doubler. D'accord? Donc, ça veut dire P sur T, c'est une constante et c'est ce qu'on appelle la loi de Gay-Lussac. Donc, en combinant ces trois lois, PV égale une constante, V est égal à une constante fois la température, la pression est égale à une constante fois la température, on arrive à la loi des gaz parfaits. PV égale à nRT, donc cette constante, c'est le nombre de moles fois la constante des gaz parfaits. Bien, donc voilà deux petits exemples d'application. Si on considère un pneu d'une voiture qui est gonflé à une température de 20 degrés C, à une pression de 2,1 bar, son volume initial est 30 litres. Donc là, on va travailler à volume constant. Quelle sera la quantité d'air qu'il contient? Après avoir roulé un certain temps, c'est pourquoi il est conseillé de vérifier à chaque fois la pression de votre pneu. La pression va changer, il va devenir 2,3 bar. Quelle serait la température de l'air dans le pneu? Exprimez les résultats, bien sûr, dans l'échelle de température usuelle. Les valeurs de la pression conseillées par les constructeurs pour un gonflage avec de l'air sont-elles différentes pour un gonflage avec l'azote? Bon, je réponds tout de suite à cette question. Puisque la masse molaire de l'air est à peu près la même chose que la masse molaire de l'azote, bien sûr, les indications vont être les mêmes. Donc, revenons donc à la question 1 à la question 2. Quelle est la quantité d'air? Bien sûr, là, il suffit d'appliquer la loi des gaz parfaits. Vous avez un pneu à l'état initial, il y a l'air à 20 degrés, la pression 2,1 bar, le volume c'est 30 litres. D'accord? Donc là, on va travailler à volume constant. Le volume, l'air à l'intérieur du pneu va avoir un volume qui est constant. Donc PV égale à nRT, donc N égale à PV sur RT. Juste faire très attention ici. Bien sûr, la pression en bar, il faut la transformer en pascal. C'est pourquoi j'ai multiplié par 10 puissance 5. Le volume, il est donné en litres. Il faut le transformer en mètres cubes. Ah, je l'ai exprimé en mètres cubes. Et puis la température, il est donné en degrés C. Il faut l'exprimer en Kelvin. Et ça vous donne un nombre en mol. Bon, si vous connaissez le nombre en mol, bien sûr, la masse, le nombre en mol, c'est la masse divisée par la masse molaire, ça vous donne 75 grammes. Bien, maintenant, température de l'air après avoir roulé un certain nombre de kilométrages, on revérifie la pression du pneu et on trouve 2,3 bar. Quelle sera la température de l'air dans le pneu? Donc le pneu, le volume de l'air, il est le même. Donc le pneu, on considère que le volume n'a pas changé. Donc, on est dans le cas de P sur T est égal à une constante, d'accord? Donc, si P sur T est égal à une constante, donc ça veut dire P1 sur T1 égale à P2 sur T2. Donc, T1 fois P2, T1 fois P2 égale à T1, P1 fois T2 égale à T1 fois P2. Autrement dit, T2, c'est T1 fois P2 sur P1. Mais là, il faut faire là aussi très attention. La température, il faut l'exprimer en Kelvin. Donc, T2, c'est 20 plus 273 multiplié par 3,2 divisé par 1. Là, c'est un rapport, donc on peut le laisser en barre parce que le coefficient va se simplifier et ça vaut donc 320,6 Kelvin. D'accord? Donc, la température du pneu va devenir 47,6 degrés C. Ou bien sûr, vous pouvez appliquer la loi. Au lieu d'appliquer les lois de thermodynamique que nous avons définies juste dans cette partie-là. Vous pouvez appliquer dans cette question la loi des gaz parfaits. PV égale à nRT, puisque vous connaissez la pression finale, le volume final. nR, on l'a déjà déterminé dans la première question. Vous pouvez recalculer la température par cette méthode. Bon, voilà un deuxième exercice d'application, toujours des lois de Boyle, Gay-Lussac et Charles. Une bombe aérosol contient 50 ml de gaz.
à une pression 10 puissance 7 pascal à une température de 20 degrés. Quelle est la quantité de matière en mol de ce gaz? En déduire son volume molaire, le volume molaire dans ces conditions. En appliquant la loi de Mariotte, calculer la quantité de gaz que cette bonbonne est susceptible de dégager à l'air. C'est-à-dire l'air qui était comprimé dans la bonbonne occupait 50 ml à une pression de 10 puissance 7 pascal. Si on suppose qu'on va travailler température constante, la température de l'air est 20 degrés C, quel sera le volume de ce gaz une fois qu'il est libéré dans l'atmosphère? Retrouvez ce résultat en appliquant une autre méthode. Bon, ça c'est bien. Donc vous avez le volume de la bonbonne, c'est 50 ml, la température c'est 20 degrés, la pression c'est 10 puissance 7 pascal. Quelle est la quantité de matière? Bien sûr, NCPV sur RT, donc toujours là la pression elle est en pascal, il n'y a pas de problème. Le volume par contre, il faut le transformer en mètres cubes. Et bien sûr la température en Kelvin. Et ça vous donne 0,205 mol. Bon, le volume molaire, il suffit de diviser le volume molaire, c'est PV sur c'est RT sur P, hein, c'est-à-dire vous appliquez la loi des gaz parfaits, PV, volume molaire, ça veut dire le volume d'une mole, N est égal à 1 fois RT. Donc le volume, c'est RT sur P. Donc ça vous donne dans ces conditions-là 0,24 litres par mol. Bien, maintenant on va appliquer la loi de Mariotte. Pourquoi? Parce qu'on travaille ici à température constante et quantité de matière constante. Ça veut dire PV, la loi de Mariotte, PV égale à une constante. Donc la pression initiale, volume initial à l'intérieur de la bombe aérosol va être égale à la pression finale et volume final. Bien sûr, d'accord, le volume final, c'est le volume du gaz dans l'atmosphère. La pression finale, c'est la pression atmosphérique. Donc, le volume final, ce sera pression initiale, volume initial, divisé par pression finale. Donc, ce sera 10 puissance 7 fois 50, 10 moins 6. Ah, j'ai transformé en mètres cubes, divisé par 10 puissance 5. Donc, ça vous donne un volume final de 5 litres. Donc, ce gaz, lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, comprimé, il occupait un volume de 50 millilitres. Et lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, il va occuper un volume de 5 litres. D'accord? Ou bien, bien sûr, vous pouvez utiliser PV égale une constante. Hein, une autre façon de trouver ce volume. On a un volume initial de 50 millilitres, une pression finale initiale de 10 puissance 7. Pression finale, c'est 10 puissance 5. Donc, vous voyez bien, c'est la pression initiale divisée par 100. Donc, puisque PV égale une constante, si la pression a été divisée par 100, le volume doit être multiplié par 100. Donc tout de suite, le volume final, c'est 100 fois le volume initial. Une autre façon de calculer. Et bien sûr, vous pouvez trouver ce résultat en appliquant la loi des gaz parfaits. Donc voilà pour cette vidéo dans laquelle j'ai rappelé juste les lois fondamentales de Mariotte, Gay-Lussac et Charles, avec quelques applications. Bien sûr, la vidéo intéressante qui va suivre celle-là, ce sera l'étude de la détente de Joule Gay-Lussac. Voilà, bonne continuation et à bientôt.